Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et bien dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience une année après le début de ma spécialisation ici en Allemagne en orthopédie du coup. Et là, je vais vous dire si je suis toujours autant enthousiaste, si j'ai des choses à redire ou pas. Et puis voilà, on voit tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne parce que ça me motive à continuer à publier ce style de vidéo. Et puis ça me montre que vous êtes toujours autant intéressé aussi par rapport à ce type de vidéo. On y va tout de suite. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, je pense que vous connaissez déjà à peu près mon parcours. Et si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache que moi, c'est Mariette et que voilà, je suis une expatriée qui a quitté le Cameroun, qui ensuite est allée étudier en Italie et qui maintenant se retrouve en Allemagne pour la spécialisation. Donc, comme spécialisation, j'ai choisi l'orthopédie il y a de cela une année parce que la chirurgie, ça m'a toujours intéressée. Et puis, je m'étais dit, la chirurgie, pourquoi pas? Je trouve que c'est plutôt un bon domaine dans lequel je pourrais encore plus développer mes compétences. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans ça. Et puis, j'ai fait mes recherches, tout. Et j'ai trouvé, du coup, un poste où j'ai commencé. Bon, pour vous dire vrai, au début, ça n'a pas du tout été facile. C'était beaucoup lié déjà à la langue et aussi dû au fait qu'il y avait encore des compétences que je devais développer, des compétences médicales que je devais développer pour vraiment me sentir à l'aise à travailler de façon indépendante, pardon. Donc ces compétences-là, j'ai pu les développer, j'ai pris du temps. Après, mes supérieurs, ils ont très vite compris que c'était dû au fait que voilà, moi j'avais fait ma formation ailleurs en Italie où les médecins n'étaient pas forcément forcés de faire ou alors ne devaient pas faire certaines tâches qui étaient plutôt reléguées aux infirmiers ou aux infirmières. Donc ils m'ont laissé le temps d'apprendre et puis la communication avec les supérieurs était plutôt bonne. Ce que je peux encore dire, c'est que c'était vraiment pas facile parce que voilà, tu te rends compte que vu que tu fais une spécialisation qui a trait à la chirurgie, du coup, tu dois aussi apprendre tous les instruments qu'on doit utiliser en salle opératoire, c'est-à-dire non pas seulement la radiographie, parce que oui, on fait aussi des radiographies en pleine salle opératoire et ça te pousse aussi à porter des manteaux justement qui vont te protéger contre les rayons qui seront utilisés, mais aussi tous les instruments justement chirurgicaux. Ces instruments-là sont utilisés en allemand et ça, il fallait que je le sache. Après, bon, ça vient avec le temps en fait. Quand tu commences, c'est pas comme si tu vas tout savoir, ça vient avec le temps, mais c'est une petite frustration quand même parce que tu te rends bien compte que parfois quand on te demande de tenir tel ou tel instrument, bah, tu sais même pas de quoi on parle. Après, bien évidemment, il y a toujours un supérieur, il y a toujours quelqu'un qui est là pour t'indiquer et tout. Au début, parfois aussi, on parle beaucoup avec les mains pour que tu comprennes. Et après, comme j'ai dit, ça vient avec le temps. Une autre chose qui était aussi difficile pour moi, c'était vraiment le management de mon temps. Vu que là, j'étais vraiment... il y avait des situations où j'étais vraiment seule, même avant le fait de commencer les gardes. Il faut savoir manager ton temps quand tu travailles en ambulatoire. Donc, quand tu dois recevoir des patients qui ont des rendez-vous, ou alors qui n'ont pas de rendez-vous en fait. Et ça, parfois, tu te retrouves avec une liste de patients qui est vraiment souvent exhaustive. Tu peux te retrouver à avoir pendant la journée une vingtaine de patients et c'est vraiment pas évident parce que tu dois faire les choses bien mais vite et ce qui veut dire que au début aussi moi je ne savais pas que je pouvais prendre directement les décisions parce que j'avais toujours été habituée au style de hiérarchisation où voilà, avant d'avancer un pion, tu dois demander l'autorisation à ton supérieur. Mais disons que moi, dans la situation où je me trouvais actuellement, je devais plutôt prendre les décisions parce que j'étais aussi médecin. Et du coup, c'était une des réflexions qui m'a été faite par mes supérieurs parce que quand j'étais en ambulatoire, les choses avançaient moins rapidement que à l'habitude par rapport avec mes collègues en fait. Et mais comme j'ai dit, tout ça en fait ça s'apprend et du coup une fois qu'on m'a fait la réflexion ça allait plus vite. Je vous explique un cas, c'est que tu te retrouves avec des patients qui arrivent, il y en a qui arrivent souvent en retard et il y en a qui sont plutôt ponctuels, mais il faut que tu saches gérer tous ces patients là en même temps. Donc ce qui avait lieu de faire en fait c'est voir le maximum de patients
dans un espace-temps qui est vraiment réduit, c'est-à-dire que tu fais entrer le patient dans une salle, tu le consultes et après toi-même tu prends la décision si le patient a besoin d'une prise de sang ou pas, s'il a besoin d'un examen radiographique ou pas, vu qu'on est en orthopédie, donc du coup les examens radiographiques, c'est beaucoup quoi, ça vient très souvent. Donc il fallait que je prenne la décision de moi-même et après ensuite enchaîner et voir d'autres patients. Et maintenant, aller faire le BERI, c'est-à-dire aller faire le rapport à mes supérieurs pour leur dire, ok, moi j'ai vu tel patient, il vient avec tel symptôme, et puis voilà ce que j'ai eu à faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire maintenant par la suite, c'est-à-dire weitere Prozedere, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Bah, la suite du traitement, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Est-ce que là, on a besoin d'un traitement par physiothérapie, médicamenteuse ou alors d'une chirurgie? Donc, quand c'est comme ça, ton supérieur peut te dire, ok, ici on a besoin que de médicaments, donc du coup tu vas faire une récepte, comment ça s'appelle, une ordonnance, et puis tu vas expliquer au patient comment est-ce qu'il va falloir prendre ça ou pas ou pas ou pas. Ou bref, désolé. En fait là je parle rapidement parce que il faut que je fasse vite et que je sorte ensuite. Donc, ouais quoi. Et puis quand c'est la physiothérapie, tu fais la récepte et puis tu fais l'ordonnance et puis tu expliques également ce qu'il y aura lieu de faire. Si après le patient il doit revenir 3 mois après ou pas, ça aussi, il faut le préciser. Ou alors s'il doit aller voir son orthopédiste, son orthopédiste, du coup, il faut aussi que tu lui dises, en fait. Ça nous permet aussi de désencombrer nos urgences. Donc, voilà. Et après, par contre, quand il s'agit de chirurgie, quand la procédure elle est un peu compliquée, bah, c'est souvent le supérieur qui vient directement au patient et qui lui explique ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, que moi, déjà, je lui ai raconté la situation, qu'il a vu les examens qu'on a eu à faire et voici comment est-ce qu'on pourrait traiter. Maintenant, on parle avec le patient et on explique toujours les avantages qu'il pourrait en tirer de la chirurgie, mais aussi tout ce qui pourrait être les effets indésirés, quoi. Si la chirurgie ne fonctionne pas bien ou quoi. En fait, il faut que le patient soit au courant de tout ça. Et une fois qu'il nous a donné son accord, maintenant on peut planifier l'opération, quand est-ce que ça va se passer et tout. Et puis voilà, maintenant quand il va venir à l'hôpital, quand est-ce qu'il va venir à l'hôpital, parce que le patient doit toujours venir un jour avant pour qu'on fasse la prise en charge nécessaire. Donc c'est ça. Et voilà, moi au début, vraiment tout début, j'étais vraiment affectée à cette zone-là de la prise en charge des patients un jour avant l'opération, c'est-à-dire, ok, le patient il arrive une fois de plus, tu refais l'anamnèse, tu fais l'examen clinique et puis voilà, tu essayes d'évaluer si il a besoin encore d'un examen radiographique ou pas, parce que les examens radiographiques, ça se périme. Je vois souvent des personnes qui disent, oui, moi j'ai fait une radiographie du genou, il y a de cela, il y a de cela 1 année, 2 années, et puis ils pensent que c'est toujours valable. Non, c'est plus valable. Un examen radiographique tout simple, ça a une valeur de 3 mois. Et puis maintenant, un scanner comme une IRM ou bien un CT, je sais pas si on dit CT en français, mais en tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Ça, par contre, ça a une valeur de 6 mois. Donc, ça peut être utilisable sur 6 mois, mais au-delà de 6 mois, il faut répéter l'examen. Donc, par rapport à ça, j'essaie d'évaluer si on a besoin encore d'un examen supplémentaire ou pas. Sans examen radiographique, on ne peut pas opérer de patient. C'est pour ça que parfois, il y a des patients qui viennent et qui ont fait les examens hors de notre hôpital et qui viennent à nous sans céder en fait. Sans céder pour que nous après, on puisse retranscrire l'imagerie en fait dans notre système informatique. Donc, quand vraiment c'est pas possible, on essaye de prendre contact avec le centre qui a fait les examens radiographiques et qu'ils puissent nous les envoyer dans les délais vraiment nécessaire. Et puis quand c'est pas possible, on est obligé parfois de renvoyer l'opération, parce que si un patient a fait un scanner il y a de cela 2-3 mois, bah c'est pas parce qu'il est à l'hôpital qu'on va répéter le même scanner, parce que il y aura pas grand chose qui aura changé, parce que là nous on parle beaucoup plus des os quoi, des articulations, donc il y aura pas grand chose qui aura changé et on évite vraiment au maximum d'exposer comme ça le patient au rayon.
ça peut être dommageable en fait. Alors, une autre chose que je peux vous dire, c'est que par rapport aux horaires de travail, franchement, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident pour moi au tout début parce que au début, quand je venais, euh, disons que on te dit que le travail commence à 7 heures et que ça finit à 16 heures, mais en réalité, il faut que tu viennes souvent 1 heure avant le début, c'est-à-dire à 6 heures. Et par contre, 16 heures, c'est jamais 16 heures. Franchement, c'est jamais 16 heures. Il faut souvent compter que tu vas rentrer aux alentours, donc c'est-à-dire que tu vas sortir de l'hôpital aux alentours de 18 et parfois 19 heures. Moi, j'ai déjà vu des collègues qui sortent de l'hôpital à 20 heures alors qu'ils n'ont pas de garde, en fait, ils n'ont rien. Ils n'ont qu'une opération à faire. Mais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bureaucratie, il y a tellement de choses à documenter. Quand tu travailles à l'ambulance, c'est pas juste le fait de voir les patients et après les envoyer faire les examens. C'est pas le plus dur. Le plus dur après, c'est de pouvoir tout réécrire parce que durant la consultation, tu n'as pas la possibilité d'écrire grand-chose. Donc du coup, tu ne prends que des petites notes souvent sur un carnet comme ça que tu as. Tu te fais des petites fiches avec le nom du patient. Tu écris vraiment ce qui est réellement important et après maintenant, tu vas essayer de retranscrire. Mais sauf que parfois, ça arrive très souvent qu'on te fasse, en tout cas dans mon hôpital où je suis, c'est un hôpital universitaire, ça arrive très souvent qu'on te fasse enchaîner sur une semaine de 5 jours de travail, on te fasse enchaîner comme ça 4 jours d'affilée où tu es en ambulatoire ou alors 3 jours d'affilée où tu es en ambulance. Et ça, c'est vraiment difficile. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça te fait déjà tous ces rapports-là que tu dois retranscrire. C'est un travail énormissime. Franchement, je vous le dis comme ça, mais en fait, il faut le vivre pour savoir ce que ça fait. Donc, quand on reste souvent à l'hôpital jusqu'à 19 heures, c'est même pas parce qu'on est en train de voir les patients. C'est parce qu'on est devant nos ordinateurs à taper des rapports à n'en plus finir. Et donc, du coup, il y en a souvent qui se retrouvent comme ça avec du travail qu'ils rapportent à la maison. Moi, c'est quelque chose que je me suis interdit de faire. C'est impossible. Le travail reste au travail. Je ne peux pas venir taper les rapports des patients chez moi à la maison alors que j'ai du temps à passer en fait avec ma famille que je vois très peu. Quoi encore que je pourrais vous dire? Bah oui, quoi, les horaires de travail ne sont pas respectés du tout. Et en plus, il faut savoir que ces heures supplémentaires-là, euh, tu ne peux pas en réalité toutes les inscrire dans ton planning. Donc, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler plus de 8 à 10 heures par jour. Mais vu que constamment on fait plus que ça, vu que constamment on fait plus que ça, bah, ils nous recommandent. On ne te force pas, mais tu vois que c'est vraiment fortement recommandé de dire que si tu étais là jusqu'à 19 heures ou alors jusqu'à 20 heures, en fait, on te demande d'inscrire uniquement jusqu'à 17h30. Donc après les heures supplémentaires que tu as fait, elles ne sont pas comptées ou alors on te demande de plutôt les remettre sur des jours où tu n'as pas fait d'heures supplémentaires. Mais sauf que vu que ces jours-là sont complètement rarissimes, bah en fait parfois tu travailles et puis c'est bon quoi. Et puis c'est bon quoi, c'est ça vraiment qui est chiant. Maintenant, franchement, cette vidéo, je ne l'ai pas préparée, donc c'est pour ça que les idées vraiment comme ça, elles fusent. S'il faut parler de racisme dans le monde du travail en tant que tel, est-ce que je l'ai vécu ou pas? Bah, je dirais que il y a souvent de l'animosité. Franchement, je l'ai vécu très peu. Mais il y a une collègue, c'était une infirmière. Heureusement, c'était pas un médecin, vu que là, vraiment, on est en contact tout le temps. C'était une infirmière avec qui, je sais pas pourquoi, elle pouvait pas voir ma tronche, en fait. Elle ne pouvait vraiment pas, donc du coup, ouais, quoi. Quand on se voit, on passe. Quand on se voit, on passe. Quand il y a quelque chose à faire ensemble, on le fait de la façon la plus rapide possible et puis on passe. Après, en réalité, je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà demandé aussi aux autres collègues. En fait, ils m'ont dit que bon, c'est une qui est toujours nerveuse. Personne ne sait c'est quoi son problème. Elle est toujours nerveuse et tout. Mais disons que je remarque quand même qu'avec moi, ça ne passe vraiment, mais vraiment pas. Après, bon, je suis là pour faire mon travail. Je suis pas là pour
faire une amitié entre collègues et tout et tout. Donc, disons que je laisse ça rapidement derrière moi parce que je sais qu'à côté de moi, il y en a plusieurs qui sont vraiment très aimables avec moi, quoi. Bon, maintenant, s'il fallait que je vous partage un peu mon ressenti à présent, une année après avoir commencé, comment est-ce que je regrette mon choix? Franchement, je suis très mitigée parce que je me rends bien compte que, en fait, mes horaires de travail ne correspondent pas du tout. Ça ne te permet pas d'avoir une vie familiale épanouie. C'est vraiment beaucoup, mais beaucoup trop compliqué. Après aussi, vu que je travaille énormément en contact avec mes supérieurs, je vois rapidement que, voilà quoi, il y en a parfois. En fait, vu qu'il y a un manque criant de personnel, bah, les supérieurs aussi se retrouvent à faire des heures supplémentaires énormes. Après, bon, eux, ils sont payés, hein. Mais tu vois bien que après, je me dis, moi, je ne me vois pas en train de faire toute une semaine comme ça où j'ai travaillé 8 heures, 16 heures et dans la semaine encore, parce que c'est vraiment comme ça que ils se partagent les programmes de garde entre les supérieurs, en tout cas dans mon hôpital, c'est que pendant toute une semaine, il y a un seul supérieur qui est responsable de faire toutes les opérations d'urgence, donc toutes les opérations qui vont se dérouler après 16 heures dans les jours de lundi à vendredi. Et puis maintenant, le week-end aussi, ce sera maintenant de 8 heures à pas d'heure en fait. Donc, le supérieur, tu peux l'appeler à 1 heure du matin, il doit venir. S'il y a une opération urgente à faire qui ne peut pas attendre, il doit venir. Et comme ça, moi j'ai déjà vu plusieurs fois mes supérieurs qui travaillent de lundi à vendredi, le samedi ils sont encore à l'hôpital, le dimanche ils sont encore à l'hôpital. Et je me demande, est-ce que moi, personnellement, je peux supporter ça pendant combien de temps? J'ai envie d'avoir une famille épanouie, j'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de voir mon mari. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup trop important. Parce que même si tu te dis, ok, tu as le soutien de ton partenaire, bah dis-toi qu'à côté, ça pourrait aussi créer une certaine frustration pour lui de se dire, ok, en fait, toi, tu passes beaucoup plus de temps avec tes collègues qu'avec lui. Et même s'il te demande pas de passer toute ta journée avec, même pour toi, je pense que c'est aussi épanouissant. En tout cas, c'est mon ressenti. Après, il y en a qui prennent les choses différemment. Ce qui pèse aussi énormément, c'est que vu qu'il y a un manque de personnel, bah, le personnel qui est là se fatigue énormément. Et il y en a aussi beaucoup d'absentéisme, en fait. Il y a beaucoup de collègues qui... en fait, tu sais déjà que durant la semaine, tu n'auras pas tout le monde. Donc, il faut commencer déjà, même en faisant le planning, il faut commencer à prévoir un peu tout ça et tout. Et c'est vraiment beaucoup trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué, quoi. Ça te met une charge de travail supérieure dans le sens où, euh, normalement, quand on te programme pour travailler à l'ambulance, bah, tu ne devrais faire que le travail de l'ambulance. Et une fois que tu as fini, à 16 heures, si tu veux rester pour écrire tes rapports, tu restes pour écrire tes rapports. Si tu veux rentrer à la maison, tu rentres à la maison. Parce que normalement, il devrait y avoir toujours au minimum un. Mais le meilleur, c'est vraiment avoir 2 médecins qui restent au niveau de la station. Donc, du coup, pour s'occuper des patients qui sont hospitalisés. Mais sauf que parfois, très souvent, on se retrouve sans médecin à la station. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a de l'absentéisme aussi, manque de personnel. Il y en a comme ça, j'ai déjà vu plusieurs, qui viennent et qui s'en vont parce que la charge est énorme. La charge est vraiment énorme. Et ouais, quoi, ça fait en sorte que quand tu finis de faire ta journée à l'ambulance, que tu finis de faire tes rapports avec le chef, parce qu'on se retrouve aussi en groupe avec le chef pour parler de la journée, des cas qu'on a vus qui sortaient un peu de l'ordinaire. Bah, après, tu te retrouves à devoir remonter à la station, refaire les prises de sang, parce que les prises de sang, c'est les médecins qui les font, refaire les prises de sang, refaire une tournée de visite, et puis reparler avec les infirmières aussi pour voir ce qu'il y a eu au courant de la journée. Et même pendant la journée, pendant que tu es en train de voir les patients de l'ambulance, bah, tu reçois aussi des appels de la station qui te demandent souvent, très souvent, ok, il y a ça à faire, il y a
de démission. Comment est-ce qu'on dit ça? En fait, quand les patients ils doivent quitter l'hôpital, il y a un rapport qu'ils doivent recevoir. C'est bien parce que ils doivent le transmettre à leur médecin traitant et tout. Et quand le patient sort sans ça, franchement, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Mais vu qu'il y a ce manque de personnel, c'est tellement difficile parce que je te dis, ok, comment est-ce que je suis à l'ambulance, je suis censée voir une vingtaine de patients et en même temps, je suis censée écrire des rapports pour la station. Comment est-ce que c'est possible? Et voilà quoi, et ça s'accumule comme ça pendant la semaine et puis parfois tu te retrouves à devoir écrire jusqu'à, je sais pas moi, 5 c'est énorme, 5 rapports pour des patients qui doivent quitter l'hôpital, c'est énorme, ça prend énormément de temps. Donc ça, on essaie de le faire au fur et à mesure, mais parfois on n'y arrive pas parce que à la station, il n'y avait personne. À la station, il n'y avait personne et puis tout le monde est fatigué, il n'y a personne qui va prendre ça sur lui. Ou alors, sauf si vraiment tu as un chef de station qui est vraiment, comment dire, qui est vraiment là, toujours sur le dos des autres pour dire, ok, il faut faire tel, il faut faire tel, il faut faire tel. Mais pour l'avoir vécu, franchement, non, je ne peux pas le supporter. Il est inadmissible que je ne puisse pas récupérer ma fille à 17h, alors que normalement, je dois quitter le travail à 16h. Donc, j'ai 1 heure de temps pour récupérer ma fille. Mais non, c'est impossible parce il faut que je reste pour faire un travail qui aurait dû être fait par une autre personne. En fait, ça, c'est quelque chose que j'acceptais au début. Parce que bon, voilà, quand tu viens de commencer, tu vas commencer à faire des choses, tu vois. Mais arrivé à un certain moment donné, tu te dis non, quoi, j'ai le droit d'avoir une vie. Et moi, ça m'est déjà arrivé comme ça plusieurs fois de dire, en fait, ok, tu veux que je reste, mais je peux pas. Ma fille, sinon, elle est en route. Je veux pas aller récupérer ma fille chez la police. Donc, t'es patient, tu vas t'en occuper. J'avais autre chose à faire de ma journée parce que moi, personnellement, quand je suis à la station, je fais mon travail de station. De telle manière que quand les autres ils montent, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon de travailler. Mais comme j'ai dit, parfois, on n'a pas cette chance-là d'avoir tous les postes qui sont occupés. Donc, par rapport à tout ça, je me retrouve réellement à réfléchir si je dois changer de spécialisation ou alors il s'agirait pour moi plutôt de changer d'hôpital. Et ouais quoi, c'est vraiment difficile de se dire que ok, tu t'imaginais vraiment là-bas commencer et puis finir ta formation, mais les choses n'évoluent pas comme tu souhaites, ça te complique plus la vie qu'autre chose. Et ouais, moi je suis arrivée à un point où je réfléchis à continuer là-bas ou alors je réfléchis à complètement changer de spécialisation et ne plus du tout prendre une spécialisation qui demande de la chirurgie parce que je me rends bien compte que pour l'avoir essayé, c'est beaucoup de stress. Et voilà quoi, moi j'ai eu à vouloir parler à des collègues qui étaient à une autre station, qui travaillaient pour d'autres stations et puis comme des pneumologues par exemple. Et puis ok, tu demandes, ok, est-ce que je peux parler à tel médecin par rapport à tel patient qu'on a en commun. En fait, on te fait comprendre que non, eux ils commencent le boulot à 8h30, 9h. Or toi tu es à l'hôpital depuis 6h30, donc ça fait mal. Ça fait mal, c'est chaud. Je te dis qu'ok, tu aurais pu prendre le temps de prendre un petit déjeuner en famille, mais non, tu l'as pas fait. Tu te retrouves à réveiller ton enfant à 5h30. Et la plupart du temps, c'est à 5h. Vraiment, si je veux pas être à la bourre, à réveiller ton enfant à 5h, qui se retrouve à sortir de la maison à des heures, vraiment, tu vois qu'il fait encore complètement nuit, quoi. Donc, ouais, moi, ça me cale là, en travers de la gorge. Mais sinon, disons que la spécialisation en elle-même, l'orthopédie en elle-même, elle me plaît énormément. Mais toutes les contraintes que je trouve autour ne ne me donnent pas plus d'envie que ça, en fait, de continuer. Donc, ouais. Après, quand j'aurai vraiment pris ma décision, soit de continuer en orthopédie, mais de changer du coup d'hôpital, ou alors plutôt de changer complètement de spécialisation, je vous ferai savoir, mais bon, disons que la spécialisation en Allemagne, ça va, ça marche bien, mais sachez que il y a un manque de personnel, quoi.
Il y a un manque de personnel, il y a beaucoup d'absentéisme. Après, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup, j'ai pas fait tous les hôpitaux, mais pour avoir vu des documentaires, parce que je voulais vraiment me renseigner, je voulais vraiment comprendre c'est quoi le problème, si c'est moi le problème, si c'est moi qui n'arrive pas à gérer. J'essaye de suivre aussi les chaînes YouTube de médecins qui travaillent en Allemagne et je me rends bien compte que travailler de 7h à 19h, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est facile de l'accepter au début, mais arriver à un niveau, tu n'arrives pas à tenir ton corps n'a plus envie de se lever pour aller au boulot alors que c'était quelque chose qui te donnait toujours. Tu avais toujours la niaque pour le faire. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ma spécialisation en orthopédie. Maintenant, j'espère que je suis pas là pour vous décourager, mais je vous raconte réellement les faits, moi est-ce que je les vis pour que vous n'ayez pas des attentes qui sont là. Bon, du coup, ils sont là et puis vous retrouvez complètement à terre, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire et puis un like aussi pour m'encourager. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.